Ok. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session Développer son conteneur léger avec Weld et les extensions CDI. Alors je me présente rapidement avant de commencer. Je m'appelle Antonin Stefanuti et je travaille chez Murex. Alors Murex, c'est un éditeur de logiciel qui va bientôt fêter son 30e anniversaire. Spécialisé dans la finance. Fait un peu moins connu, c'est le deuxième éditeur de logiciels français en chiffre d'affaires. Localisé à Paris principalement, mais qui a près d'une vingtaine de bureaux à l'international, principalement concentré là où se concentre l'activité de nos clients, c'est-à-dire principalement les grandes places financières, et plus de 300 développeurs, alors c'est du Java, C++, principalement, 60 nationalités, sans que ce soit la tour de Babel, je vous rassure, on arrive à se comprendre et à travailler ensemble. Alors quels sont les objectifs de cette session ? Si je m'amusais à faire un sondage sur CDI parmi les développeurs ici présents ou plus largement dans la communauté des développeurs Java, probablement qu'une partie d'entre vous me répondrait, bon, je connais CDI, mais j'ai vraiment pratiqué, implémenté sur un projet. D'autres encore me diraient, bon, j'ai l'habitude de travailler avec Spring comme conteneur d'injection de dépenses, ça marche très bien et je considère que c'est le de facto standard de l'industrie. D'autres encore me diraient, bon, CDI, Java II, j'ai déjà joué avec, j'ai déjà travaillé sur des projets. C'est lourd, le modèle de programmation il est un peu hétérogène. WebSphere, c'est lourd, enfin les conteneurs J2E, c'est assez lourd. Donc bon, voilà. Pourtant, CDI, ça se présente comme la nouvelle colonne vertébrale des specs J2E. Et en apportant extensibilité, productivité au modèle de programmation de la stack J2E. Et ça vaut le coup, ça mérite le coup de s'y intéresser un peu. Donc l'objectif de cette session, c'est vous montrer que CDI tient ses promesses, notamment en termes de productivité et d'extensibilité, mais surtout que ça peut être utilisé en dehors de tout contexte J2E, de manière standalone, à travers l'exemple d'utilisation qu'on a fait Murex pour développer son conteneur d'application léger. Alors je vous disais que Murex, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la finance. Voici un exemple de ce que peut être nos utilisateurs finaux. Alors si on se posait des questions sur ce qu'est la prochaine étape dans l'évolution de l'open space, c'est le gymnase ou le hangar, c'est selon. Donc cette salle de marché, elle couvre la superficie de 26 terrains de tennis. Et alors bon, on s'imagine à peu près la convivialité de travailler dans un tel environnement. Et alors si on s'imagine facilement que l'industrie de la finance elle est puissante, parfois trop, ce qu'on s'imagine moins c'est la complexité des systèmes qu'il y a derrière. Et pour un éditeur de logiciels comme Murex, ça pose pas mal de challenges, donc notamment en termes de volume de données à traiter, de temps de réponse, de scalabilité, de haute disponibilité, et surtout en matière d'intégration de systèmes. Pour qu'un trader il puisse faire son travail au quotidien, il a besoin d'être alimenté avec des données qui viennent de divers systèmes externes distribués à travers le monde et pour pouvoir passer ensuite des ordres, des transactions financières sur d'autres plateformes qui sont également distribuées sur l'ensemble du globe. Alors c'est rendu encore plus complexe parce que chacun de ces systèmes parle son propre langage, son propre format de données, c'est très hétérogène et c'est aussi rendu encore plus complexe par la créativité des financiers qui ont une imagination sans borne pour comment on va dire, designer des produits de plus en plus complexes. Ça frise l'ésotérisme pour certains. Et alors c'est tellement compliqué qu'en 2008, ça a conduit à l'explosion de la bulle spéculative et à l'effondrement des marchés financiers. Alors bon, je vous conseille, si vous n'avez pas vu ce film, c'est un très bon film. Et à ça, le régulateur, il a pris des mesures coercitives pour limiter les risques qui étaient pris et introduire plus de transparence et de traçabilité. Alors le problème, c'est qu'il est venu avec son propre lot de complexité, ce qui était déjà suffisamment complexe, et il a rajouté tout un tas d'acteurs dans ce système distribué de gestion des transactions financières. Alors concrètement, pour Murex, pour les développeurs Murex, ça veut dire que pour chacun de ces acteurs, ces participants, on doit être en capacité de développer des interfaçages de flux financiers pour qu'à tout moment, en fait, le système Murex il puisse refléter l'état de la réalité des transactions financières qui sont en cours d'exécution. Et là, on voit qu'il y a une pléthore de nouveaux acteurs qui est arrivée sur ce marché
Et là, on peut vraiment parler de tour de Babel. Chacun parle son protocole, chacun parle son format de données. Il y a des standards, mais l'adoption de ces standards est assez limitée. Et alors pour Murex et les développeurs Murex, ça veut dire d'être en capacité de réagir à cette nouvelle donne et d'être en capacité de s'intégrer à tous ces acteurs. Alors là, c'est une petite réussite pour moi parce que réussir à rendre l'intégration de système glamour, c'est pas une sinécure. Alors à ça, Murex a réagi en faisant des choix technologiques. Et ce qui a motivé ces choix technologiques, c'est la productivité. C'est être capable d'augmenter la productivité pour développer des interfaces de flux financiers. Et on a essayé de voir la productivité de manière un peu globale, donc à la fois pour le développement, l'assurance qualité des opérations. Pour ceux qui suivent, qui s'intéressent un peu au mouvement des DevOps, ça ressemble un peu aux disciplines dans lesquelles on essaie de trouver des synergies et d'aligner vers un objectif commun. Alors concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être productif pour le développement? Ça veut dire utiliser le bon niveau d'abstraction pour chacune le bon niveau d'abstraction pour résoudre le problème qu'on doit résoudre. Et dans le système d'interfaçage financier, les principaux problèmes qu'on a à résoudre, c'est la transformation de format de message d'un système à un autre, et le routage aussi. C'est de pouvoir aiguiller des messages qui arrivent d'un système A vers un système B. Ensuite, pour l'assurance, et tout ça, on veut l'assembler dans un modèle de programmation standard. Pour ne pas se retrouver, l'intégration de système, c'est suffisamment hétérogène pour qu'on introduise également de l'hétérogénéité dans les briques de routage, de transformation. On veut vraiment que tout ça ressemble à un ensemble cohérent, qu'on ne se retrouve pas avec une chimère. L'assurance qualité, pour nous, c'est simplement s'assurer que le système qui sont construits, les interfaces de flux financiers, sont testables. Et pour l'opération, c'est un peu particulier parce que la plateforme Murex, qui exécute tous les services, tous les produits Murex, offre déjà son modèle d'opération. Et là, on a également voulu pas introduire un nouveau modèle d'opération, mais simplement s'intégrer de manière transparente à ce modèle d'opération. Alors concrètement, en choix technologique, pour l'aspect développement, on a choisi CDI comme modèle de programmation standard pour l'aspect productivité, mais aussi une des fonctionnalités qui est plus méconnue de CDI, qui sont les extensions CDI, qui permettent d'étendre le modèle de programmation et d'intégrer des technologies ensemble dans un modèle de programmation commun. Arquillian, qui est un peu l'état de l'art pour le testing in container dans le monde J2E, et Weld, qui est l'implémentation de références standard de CDI. Et surtout Weld, parce qu'en fait, Weld offre également une SPI qui permet de l'intégrer, de l'embarquer dans n'importe quel type d'environnement. Et donc ça répondait au besoin de pouvoir s'intégrer à nous, notre modèle d'opération de la plateforme financière Murex. Alors un tout petit peu plus en détail, donc le but c'était de développer des interfaces de flux financiers comme application CDI, développer une couche de SDK, de framework qu'offre un certain nombre de bins CDI prédéfinis pour factoriser certaines fonctionnalités, les fonctionnalités les plus utilisées dans les interfaces de flux financiers, des extensions CDI pour permettre d'intégrer les composants qu'on va exposer pour la partie transformation, la partie routage, et tout ça déployé et exécuté dans Weld, qui est l'implémentation de référence de CDI. Alors on a commencé à développer à peu près un peu plus d'une vingtaine déjà d'interfaces de flux financiers sur ce modèle, mais l'objectif c'est d'en avoir plus d'une centaine, et on voit qu'en fait avoir un modèle de programmation standard sur ce volume de composants c'est essentiel, notamment en termes de maintenabilité. Enfin de le combiner ce modèle de programmation au modèle d'opération standard de la plateforme Murex. Donc la plateforme Murex, ça vient avec son service de ressources qui permet de distribuer les fichiers de configuration, descripteurs de déploiement, les binaires des applications. Ça vient avec son propre middleware qui permet de distribuer, d'opérer et faire du RPC sur des services distribués. Et donc l'objectif c'était d'embarquer en fait ce runtime CDI sous la forme de service Murex pour qu'il puisse être utilisé de manière standard dans le modèle d'opération de la plateforme Murex. Et ce qui permet de faire ça, c'est précisément la SPI Weld, donc qui permet vraiment d'embarquer Weld dans un environnement. Alors la SPI Weld, c'est ça. Donc c'est déjà en fait utilisé par les conteneurs d'applications qu'utilise Weld comme implémentation de CDI. Donc c'est le cas pour des conteneurs J2E style Glassfish, Wildfly, des servlet containers style Tomcat, Jetty,
et aussi en fait pour bootstrapper, pour démarrer CDI dans un environnement Java SE. Et donc nous on a repris ce principe. De la même manière, on a implémenté la SPI Weld pour permettre d'utiliser CDI dans un environnement, et donc ici en particulier l'environnement de la plateforme Murex. Alors pour pouvoir, avant de démarrer un conteneur CDI, en fait la SPI Weld fournit le moyen de décrire l'application qu'on va déployer dans ce conteneur. Donc pour ça, en fait, elle expose deux abstractions qui sont Bin Deployment Archive et Deployment. Alors un Bin Deployment Archive, c'est tout simple, c'est un module de l'application CDI, donc ça peut être un jar, un war. En fait, concrètement, c'est une liste de classes et un descripteur de déploiement, donc bins.xml, qui est le descripteur de déploiement standard CDI. Donc par exemple, pour un jar, ça va être la liste des classes du jar et le fichier bins.xml qui est dans le répertoire metainf. Pour un war, ça va être donc le bins.xml dans webinf et les classes qui sont dans webinf classes et les classes de librairie. Même principe pour un EAR, pour un RAR. Et un déploiement, en fait, c'est juste le graphe d'un graphe de Bin Deployment Archive, donc ce qui va décrire l'application CDI dans sa globalité, avec ses jars, ses wars, ses EAR éventuellement. Et on va ensuite lui ajouter des extensions CDI à utiliser pour le déploiement de donc de cette application CDI, et des services dont on va voir que ce sont les services à implémenter pour fournir les fonctionnalités que le conteneur a besoin pour s'adapter à l'environnement. Donc concrètement, chez Murex, qu'est-ce qu'on a fait? La plateforme Murex offre déjà des fichiers de description de déploiement standard, donc qui sont servis par un serveur de ressources, HTTP, HTTPS. Donc ce qu'on a fait, on lise ce descripteur de déploiement. Généralement, c'est une liste de jars. On télécharge ces jars en local, dans un cache local. On va scanner toutes les classes, et on va merger tous les bins.xml qui sont dans ces jars. Alors dit comme ça a l'air compliqué, mais Weld offre, dans sa SPI, offre également pas mal de classes helper, donc ça se fait très facilement. Et ensuite, on crée un bin deployment archive, qui est en fait la composition de tous ces jars et le merge de tous ces bins.xml. Et après, on crée le déploiement, qui est tout simplement en fait un unique bin deployment archive. Donc on n'a pas finalement, on met tout dans un seul et même bin deployment archive, et parce que ça marche très bien et c'est tout simple. Voilà, donc là, on arrive finalement, grâce à la SPI Weld, à s'appuyer sur ce qu'offre la plateforme Murex pour décrire l'application qu'on veut déployer dans le conteneur CDI. Alors une fois qu'on a décrit l'application CDI qu'on veut déployer dans le conteneur CDI, il faut quand même fournir un certain nombre de services pour que Weld puisse s'adapter à l'environnement. Donc ça, c'est la liste de services. Alors chacun de ces services sont implémentés, mais sont optionnels, dépendamment si on veut ou pas offrir les fonctionnalités qu'ils exposent. Alors le premier service, c'est Resource Loader. C'est ce que Weld utilise pour déléguer le chargement des ressources et des classes. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait être multi-application, c'est-à-dire que dans un même service, dans une même JVM, on voulait être en capacité de démarrer plusieurs applications CDI. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a isolées dans leur propre class loader. Et après, pour pas avoir à charger en fait les mêmes classes plusieurs fois, on a factorisé donc les classes du framework et la librairie Weld dans un class loader par an. Et l'implémentation qu'on en a faite de la SPI Resource Loader, c'est simplement une délégation à cette structure de class loader. Donc à chaque fois que Weld a besoin de charger une ressource, une classe, et on va simplement faire une délégation à ce class loader de l'application CDI. Après, la deuxième interface dans cette SPI, c'est Resource Injection Service. Donc ça, c'est la SPI que Weld utilise pour permettre l'injection de ressources Java EE annotées @resource dans l'application. Donc, par exemple, des Connection Factory JMS, des data sources JDBC. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que pour l'implémentation de cette interface, on démarre en fait un registre JNDI in memory, avec la possibilité aussi de se connecter à un registre JNDI remote. Et en fait, l'implémentation de cette SPI fait un simple lookup dans ce registre JNDI. Donc de telle manière qu'on puisse enregistrer des Connection Factory JMS, des data sources, et après les récupérer dans l'application en annotant un point d'injection avec la notation @resource. Transaction Services, c'est la SPI qu'utilise Weld pour se synchroniser avec l'état de la transaction JTA en cours. Donc ça, on verra un peu plus tard dans un exemple. C'est utilisé pour pouvoir observer des événements CDI dans des phases particulières
de la transaction JTA en cours. Je vous en parlerai un petit peu plus dans l'exemple plus loin dans la présentation. JPI Injection Service. Alors ça, c'est pour voir, c'est ce qu'utilise Weld pour déléguer l'injection de ressources JPA, donc des persistance context, des persistence unit. JAX-WS Injection Service, ça c'est pour la délégation de l'injection de références à des web services, JAX-WS. Security Services, c'est pour avoir accès au principal qui est authentifié dans l'application. Et Class File Services, alors par défaut, donc CDI en fait dépend énormément des annotations Java pour récupérer les métadonnées qui décrivent les bins à déployer et les dépendances entre ces bins. Donc il ne faut pas avoir le mal des annotations avec CDI. Et en fait, par défaut, Weld va utiliser la réflexion Java pour lire et récupérer ces annotations. Ça peut poser des problèmes en termes de performance quand l'application contient un nombre important de bins à déployer. Et en fait, cette SPI, ça permet de prendre la main sur ce mécanisme pour utiliser des fonctionnalités d'annotation processor ou des index pour construire des index d'annotation et pour éviter à avoir à charger toutes les classes simplement pour récupérer les métadonnées de l'application CDI. Donc encore une fois, en fait, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment si vous avez besoin, si vous voulez exposer ces fonctionnalités. Chez Murex, on a en fait implémenté les 3 premières. On prévoit d'implémenter la seconde pour avoir accès aux data sources de la plateforme Murex. Et pour le reste, pour le moment, on n'a pas prévu de les implémenter. Alors, une fois qu'on a décrit l'application, qu'on a fourni les services qui permettent d'adapter Weld à son environnement, on va pouvoir gérer le cycle de vie du container Weld. Donc pour ça, Weld offre la classe Weld Bootstrap, qui permet en fait de gérer le cycle de vie du conteneur CDI. Alors, une chose intéressante, c'est que Weld, dans son implémentation, la manière dont c'est implémenté, peut être utilisé de deux manières, soit en librairie partagée, soit en librairie standalone. Alors pourquoi? Quelle est la problématique derrière ça? C'est que Weld a besoin de conserver un état par application, donc notamment les bins, par exemple, qui sont application scoped, dans un registre de bins associé à des contextes dont la durée de vie est celle du conteneur. Et soit on doit en fait isoler Weld dans son propre class loader, soit on l'utilise comme librairie partagée. À ce moment-là, en fait, faut identifier l'application CDI et la démarrer ici en fournissant un ID à la méthode start container de telle sorte qu'il puisse isoler ces étapes par application CDI. Donc nous, comme en fait Weld on l'avait chargé dans un class loader commun, on a utilisé cette technique, donc d'utiliser Weld comme librairie partagée. Et ça marche très bien. Donc là, on a vu comment en fait adapter Weld, embarquer Weld pour qu'il puisse s'intégrer à un environnement, et en l'occurrence la plateforme Murex. Donc maintenant, on va s'intéresser aux extensions CDI. Alors qu'est-ce que c'est une extension CDI très rapidement? Ça permet d'avoir accès aux métadonnées de l'application CDI, de les modifier éventuellement, de les enrichir, etc., de les modifier, de les altérer, et de rajouter de la logique de customisation aux différentes étapes du cycle de vie du conteneur CDI. Alors ces extensions sont portables, dans le sens où elles font partie du standard CDI, et donc elles sont censées être portables d'une implémentation à l'autre. Alors qu'est-ce que c'est physiquement une extension CDI? C'est tout bêtement une classe qui va implémenter une interface de marquage, l'interface extension. C'est chargé alors soit par le mécanisme standard de service loader, soit si, comme on l'a vu précédemment, on l'ajoute explicitement à la structure de déploiement. Et la manière dont ça fonctionne, la manière dont on peut ajouter sa logique pour customiser le démarrage du conteneur CDI, ça s'appuie sur le mécanisme d'événement CDI. Donc CDI vient avec un mécanisme, il implémente le pattern observer, donc on peut envoyer et écouter des événements, donc vient avec son bus d'événements. Et pour observer les événements CDI, on utilise la notation standard atObserves. Donc ça, c'est une méthode d'observation sur un des événements du cycle de vie du conteneur CDI. Donc en l'occurrence ici, l'exemple, c'est qu'à chaque fois que CDI va découvrir un type dans la structure des déploiements
qu'on souhaite démarrer, on va être appelé ici sur ce type-là et on va pouvoir le modifier, le décorer, etc. Rajouter de la logique dessus. Alors si vous trouvez ça abstrait, c'est normal, moi aussi. Donc le but, c'est pas de décrire trop en détail la théorie. La documentation est très bien faite. Là-dessus, CDI a fait un très bon travail. Les gens qui ont l'idée, l'aspect CDI ont fait un très bon travail pour documenter tout l'aspect CDI et notamment les extensions CDI. Donc le but de cette présentation, c'est plutôt de vous montrer des exemples d'utilisation concrets d'extensions CDI. Alors pour ça, je vous disais au tout début, parmi la pléthore de participants dans cet écosystème de ce qu'est la finance d'aujourd'hui, chacun parle un langage différent, donc traite des formats de données hétérogènes. Donc une des briques principales qu'on a voulu exposer, c'est une brique de transformation. Et alors pour ça, Murex avait déjà développé une couche de transformation, donc a déjà un composant qui fait ça, et on souhaitait le réutiliser. Alors pourquoi? Parce que depuis des années, on a développé des formules de transformation qui savent transformer n format en n format. Le problème d'un composant existant, alors l'avantage c'est qu'il existe, mais le problème c'est, contrairement au bon vin, c'est qu'il ne se bonifie pas avec le temps. Du coup, on arrive à une sorte de monstre comme ça, juste pour faire la transformation. Alors, sans rentrer dans les détails, hormis le fait que la surface visible de cette chose est monstrueuse, il y a des problèmes, c'est pas fortement typé, ça prend des objets, des strings en entrée et en sortie, etc. Donc on s'est posé la question comment l'intégrer dans un modèle de programmation plus moderne et s'intégrer donc à ce modèle de programmation standard CDI. Alors voilà, on s'est dit, bon, faire de la transformation, normalement ça devrait pas être compliqué. Il faudrait pouvoir, en tant que développeur, avoir une implémentation d'une interface de transformation qui prend un type d'entrée et un type de sortie et utiliser un qualifier CDI pour, donc avec un paramètre qui est non-binding pour décrire la formule de transformation à exécuter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en fait, pourquoi on a besoin d'un qualifier CDI, pourquoi on ne passe pas la formule de transformation à exécuter directement dans l'API? Alors c'est un compromis. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à transformer cette chose en simplement cette chose, on a quand même besoin d'avoir certaines informations. Donc le compromis, c'est ce qualifier CDI, où en fait on utilise un paramètre qui ne va pas participer au mécanisme de résolution CDI, mais qui va permettre de transporter, d'avoir accès au moment où on va créer, instancier ce composant legacy, on va avoir accès à cette information pour pouvoir le configurer. Donc ça, on va voir, c'est un pattern qui est intéressant avec CDI. Donc d'utiliser des qualifiers avec des paramètres non binding, pas pour de la résolution, mais pour de la configuration. Alors de telle manière que le développeur de l'interface de flux financier, il peut écrire ce genre de choses. Il demande à être injecté avec une instance de l'interface transformer avec un type d'entrée, un type de sortie, type concret, et il va simplement poser le qualifier CDI en spécifiant la transformation qui veut être exécutée quand il appelle cette instance de transformer. Alors de telle manière qu'il puisse écrire ça, transformer.transform de mon objet d'entrée dans mon objet de sortie. Et ça, il peut le faire à chaque endroit de l'application CDI où il a besoin d'exécuter une transformation. Et alors pour arriver à ce résultat, on a utilisé on a implémenté une extension CDI. Donc comme je vous le disais, l'extension CDI, c'est simplement une classe qu'implémente l'interface extension, l'interface de marquage extension. Et après, on va utiliser des événements CDI pour rajouter sa logique et à la fin produire des instances de transformer. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir instancier ce composant legacy. Alors pour ça, on a besoin de sa configuration. Et pour avoir accès à sa configuration, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter l'ensemble des transformations qui ont été déclarées dans l'application, donc de cette manière, ici, transformation 1, transformation n. Et pour ce faire, en fait, on va déclarer une méthode d'observation avec la notation standard atObserve sur tous les points d'injection de l'application. Donc là, en fait, le weld CDI va nous appeler pour chacun des points d'injection qui sont présents ici.
De cette manière, en fait, on a accès à la notation et c'est de cette manière qu'on récupère en fait l'ensemble, qu'on collecte l'ensemble des transformations que le développeur a besoin d'exécuter dans son application. Donc ça, on les collecte, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'instancier le bin legacy et de l'exposer sous forme de bin. Parce qu'on ne veut pas toucher aux classes, aux modules du composant legacy. Donc par défaut, ce n'est pas un bin CDI. Donc il va falloir trouver un moyen de l'exposer sous la forme d'un bin. Donc pour ça, une fois qu'on a collecté l'ensemble de la configuration de ce composant, à la fin de l'étape où CDI a découvert l'ensemble des bins qui sont présents dans l'application, donc sur cet événement, After Bin Discovery, ce qu'on va faire, donc on va instancier le composant legacy. Donc là, je vous ai épargné les détails, c'est pas tout à fait comme ça, c'est bien plus compliqué. Et ensuite, on va exposer cette instance sous la forme d'un bin. Et alors pour ça, ce qui est intéressant, c'est que CDI aussi nous donne un moyen, donc avec l'interface standard bin, d'enregistrer un bin dans le conteneur CDI de manière programmatique. Donc là, en fait, on va pouvoir implémenter cette interface en fournissant les types visibles que ce bin doit exposer, son scope, ses qualifiers, etc., de manière programmatique. Donc là, en fait, cette instance, on l'expose sous la forme d'un bin application scoped. Il n'y aura qu'une instance dans le conteneur CDI. Donc voilà, maintenant, on a réussi à CDIiser ce composant legacy. C'était pas une mince affaire. Et après, on a juste à exposer un bin qui permet d'avoir accès, d'exposer un bin qui va être simplement une façade entre l'interface de transformation, de transformer, et ce bin legacy. Donc, qui va faire juste le bridge entre l'interface qu'on a exposée et l'instance du bin legacy. Donc, pour ça, on déclare une factory méthode, donc avec la notation addProduces. Dans ce genre de méthode, CDI nous permet d'injecter des instances de bin également. Donc là, on va récupérer l'instance du composant legacy. Et aussi, on a accès aux métadonnées du point d'injection dans lequel on va injecter la façade du bin de transformation, du bin legacy. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est grâce à ça qu'on va réussir à transformer un composant qui n'était pas fortement typé en une interface fortement typée. Parce que contrairement à Java avec le problématique d'erasure des types génériques, là, avec CDI, on a accès aux types paramétrés des points d'injection. Donc on a accès aux types concrets ici, d'entrée et sortie. Et en fait, on va s'en servir dans l'implémentation de la façade pour faire de la conversion de type automatique. Donc ça permet d'internaliser ce concern de conversion de type entre les entrées-sorties que le développeur va nous fournir et les formules de transformation qui vont être exécutées. Donc ça, c'est un pattern assez intéressant. Voilà, donc on a réussi à dompter ce composant legacy. Alors, si vous vous souvenez, donc au début de la présentation, je vous disais, il y a, dans ce qui est une interface de flux financier, il y a la problématique de transformation. La deuxième grosse problématique, c'est la problématique de routage. Donc pouvoir aiguiller les messages d'un système vers un autre. Et on s'est posé la question, donc, quel est le bon niveau d'abstraction, quelle est la bonne technologie pour faire ça. Donc on a fait le choix de la librairie Apache Camel, qui est entre autres un moteur de routage. Et pourquoi on a fait le choix principalement, c'est parce que Camel expose un DSL qui permet d'écrire des routes de messages. Donc ça donne ce genre de choses où voilà, c'est assez expressif et compact pour décrire des routes de messages. Donc là, on va lire d'une queue JMS, on va faire de la gestion d'erreurs, de la gestion d'exceptions, de retry. Et puis là, à un moment donné, on va faire de la transformation en utilisant le composant legacy qu'on a vu précédemment. On va l'importer dans la plateforme Murex. Et puis on va regarder si ça s'est bien passé ou pas. Alors le point important, c'est juste un exemple. Le point important, c'est que parmi cette nouvelle donne, une des problématiques aussi, c'est la traçabilité. Donc ce qu'on voulait faire, c'est avoir un moyen de tracer le traitement d'un message, d'une transaction financière de bout en bout dans notre système. Donc de pouvoir monitorer
à un niveau métier la route qui est prise lors de l'exécution d'un message d'une transaction financière. Alors, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à rajouter des processeurs au milieu de cette définition de route. Alors, le problème, c'est que c'était intrusif. Alors, on s'est posé la question comment offrir une fonctionnalité pour faire du monitoring métier sans être intrusif dans la logique métier du traitement des messages. Là, on a pensé, forcément, et je pense que on pense tous, à des techniques de style programmation orientée par aspect. Et là, voilà, on s'est donné comme objectif ça, c'est-à-dire faire de l'AOP sur du camel, sur du DSL camel, en utilisant des événements CDI. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les concepts d'AspectJ, donc qui sont ici, là, point cut, advice, jump context. Donc un point cut, c'est un endroit d'exécution de l'application. Donc pour nous, en fait, ça va être un processeur. Et vous voyez que chaque processeur, on peut lui donner un ID. Donc pour décrire ça, on va utiliser des annotations pour déclarer, pour comment dire, exprimer ce qu'est un point cut. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'on définit ce point cut comme étant l'endroit où va l'endroit du processeur appelé node ID. Donc par exemple, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là. Après, un advice, c'est la logique qu'on va ajouter au moment où va être appelé un point cut. Donc ça peut être avant, ça peut être autour, ça peut être après. Donc là, de la même manière, on a utilisé des annotations pour indiquer à quel endroit on veut que notre logique d'instrumentation de monitoring, donc l'advice, doit être exécutée. Donc quand on écrit ça, quand on écrit cette méthode d'observation CDI at before at node, on veut que ce soit appelé avant que le message soit traité par un processeur qui s'appelle NodeID. Et après, comme toute bonne technologie d'instrumentation, c'est qu'on a accès à la fois à l'objet qui va être traité et également à l'endroit, aux métadonnées de l'endroit où l'objet va être traité. Donc en l'occurrence, nous, l'objet, c'est le message. Donc en Camel, c'est ce qu'ils appellent, c'est le concept d'exchange. Donc là, ça permet d'avoir accès à l'exchange avant qu'il soit traité par un nœud particulier. Et là, de la même manière, on va avoir accès aux métadonnées du nœud qui va traiter le message. Et alors pour faire ça, pour arriver à ce résultat, de la même manière, on a implémenté une extension CDI. Alors rebelote. Une extension CDI, c'est une classe qui implémente l'interface de marquage extension. Et là, un peu comme le premier exemple, on a besoin de collecter des infos en amont pour après rajouter sa logique d'instrumentation. Donc là, en l'occurrence, les informations qu'on a besoin de collecter, c'est toutes les méthodes d'observation ici que le développeur va utiliser pour ajouter sa logique d'instrumentation de monitoring. Alors pour ça, CDI, les extensions CDI permettent d'observer sur l'événement Process Observer Method en passant donc le type d'événement et également le type de la classe dans laquelle est déclaré l'événement. Alors pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le type d'événement, peu importe où la méthode d'observation est déclarée. Donc là, de cette manière, on va pouvoir récupérer l'ensemble des méthodes ici qui sont déclarées. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on valide ces méthodes d'observation pour voir si la logique du point cut respecte certaines règles. Et après, on va les collecter. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, on va instrumenter les routes camel. Et alors pour ça, donc on va attendre que l'ensemble du conteneur CDI ait fini le déploiement des bins, donc sur l'événement CDI After Deployment Validation. À ce moment-là, on peut récupérer une instance du bin manager, donc qui est le point d'entrée pour avoir accès au bin déployé dans l'application CDI. On va récupérer le bin du camel context. Donc ça, c'est l'abstraction de camel qui permet d'avoir accès aux routes camel, etc. On va récupérer une instance du bin camel context. Et là, on va utiliser en fait les mécanismes standards de camel pour rajouter des intercepteurs aux endroits qui étaient décrits par les méthodes d'observation CDI.
Donc à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a ici une méthode d'observation qui match un certain endroit particulier de la route camel, on va intercepter l'exécution du message à cet endroit. Et de cette manière, le développeur, il va pouvoir rajouter sa logique de monitoring, envoyer des événements, faire du logging, etc. Donc ça, c'était l'exemple précédent. Et alors, l'exemple intéressant, c'est ce dont je vous parlais tout précédemment, c'est que Weld expose une interface qui permet de se synchroniser avec l'état de la transaction en cours. Et donc, c'est utilisé à cet endroit, en fait. C'est-à-dire que avec le mécanisme d'observation d'événements CDI, on peut spécifier une phase particulière de la transaction en cours de telle manière que l'exécution de l'événement CDI en question ne se fera qu'à cette étape, pardon, à cette phase de la transaction JTA. Donc là, par exemple, cette méthode d'observation va être appelée si un message a été exécuté et passé par un endpoint camel qui s'appelle endpoint, et uniquement quand la transaction qui participait au traitement de ce message se termine et commitée avec succès. De la même manière ici, on va être notifié quand cette même transaction sera donc rollbackée, sera en état d'échec. Donc on peut faire vraiment des choses assez puissantes. Donc par exemple dans cet exemple ici, en fait on est dans un contexte transactionnel avec des transactions distribuées dans lequel participe une queue JMS, une autre queue JMS et une ressource de la plateforme Murex. Et de cette manière, on peut enregistrer, on peut rajouter de la logique de monitoring pour monitorer la fin du traitement, soit en succès, soit en échec, du message qui a été traité de manière synchronisée à la transaction JTA. Alors en conclusion, finalement CDI, pour nous, ça a été quoi? Alors c'est souvent présenté CDI comme un framework pour écrire des applications. Donc, je suis développeur, je vais développer une application plutôt dans un monde J2E. Je vais utiliser CDI, très bien, mais en fait, nous on l'a utilisé comme un framework pour développer un autre framework. Et c'est vraiment une fonctionnalité super intéressante. Un autre aspect, c'est cet aspect, et c'est ce qui est décrit dans les specs J2E, où finalement CDI est la colonne vertébrale d'un ensemble qui est censé devenir la colonne vertébrale de toutes les specs J2E. Et nous, on l'a utilisé pour nos propres technologies. Donc pour notre composant de transformation, pour la librairie Camel qu'on a choisi pour faire la partie routage. Et on a réussi, grâce au mécanisme d'extension CDI, à intégrer ces technologies dans un modèle de programmation standard qui est celui de CDI. Alors l'autre propriété, c'est le fait qu'ils sont embarquables. On peut l'embedder, ça c'est pas forcément connu, mais en fait on peut utiliser CDI en dehors de tout contexte J2E. Donc si vous avez des a priori sur J2E, le point étant, n'ayez pas d'a priori sur CDI. Et enfin, une arme de productivité massive. Donc ça fait 1 an qu'on a développé cette chose. Avant, nos interfaces de deal, ça ressemblait plutôt à ça. Donc il y avait des patterns un peu particuliers, il y avait des listeners, personne n'écoutait, des extensions en termes de packaging, c'était pas top, des trucs hard-codés, des API publics qui ressemblent, qui sont un peu bizarres. Et bon, il y a même des patterns que j'ai pas réussi à identifier là, des soudures. Et le problème, c'est que quand le nombre de composants augmentait, on arrivait à ça. Alors ça a différents noms, même des noms d'oiseaux. C'est-à-dire que la problématique principale étant que quand le nombre de composants augmente, l'évolutivité de nos composants diminuait. Et comme je vous ai dit, donc c'était une vraie problématique pour nous parce que il y a un nombre d'acteurs de plus en plus important, donc on développe un nombre d'interfaces de flux financiers de plus en plus important, et on veut pas arriver à cette situation. Et avec CDI, voilà qu'on arrive. Nous, donc ça fait 1 an qu'on l'utilise. Notre framework, la couche de factorisation, ça fait à peu près 20 000 lignes de code. On a développé une vingtaine d'interfaces de flux financiers. Bon, on arrive à 50 000, 60 000 lignes de code. Et ce qu'on constate, c'est que l'évolutivité, la maintenance de ces composants, elle reste constante, elle reste identique à celle qui était depuis le début. Et ça, c'est grâce à CDI et à son modèle de programmation standard. Je pense qu'une des forces, c'est qu'ils ont vraiment réussi dans les specs à capturer
vraiment des concepts extrêmement puissants et à les standardiser. Alors, le futur de CDI, alors je crois que CDI 1.2 vient juste de sortir, c'était plutôt une release de maintenance, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir. Donc il y a un groupe d'experts qui commence déjà à réfléchir à ce qu'est CDI 2.0. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils pensent déjà à des choses que nous, on a rencontrées. Donc la première contrainte, nous, à laquelle on a dû faire face, c'est qu'on a utilisé la SPI Weld. La SPI Weld ne fait pas partie du standard. Donc on ne peut pas, pour le moment, bootstrapper de manière standard un CDI. On est obligé d'utiliser des interfaces propriétaires, entre guillemets, donc celle de Weld, de l'implémentation de référence. Donc il y aurait possibilité de standardiser tout ou partie de cette SPI Weld. Donc notamment aussi, alors pas seulement pour le bootstrap, mais aussi pour la partie description de la structure de l'application. C'est quelque chose peut-être qui serait intéressant dans la stack J2E de le scan des applications, la description de ce qu'est une application J2E, de le standardiser. Bon, des détails du style le support de Add Startup, c'est les développeurs dans nos équipes se font toujours piéger. Un bin dont le scope est application scope n'est pas instancié au démarrage. Il faut faire un appel explicite et c'est lors du premier appel explicite que le bin est instancié. Donc ça, tout le monde se fait avoir et après, bon, on fait des extensions, on est obligé d'appeler des méthodes. C'est un peu du bricolage pour arriver à avoir un bin application scope instancié au démarrage de l'application CDI. Une grosse problématique, c'est l'ordonnancement des événements CDI, notamment dans les extensions CDI. On a commencé à écrire une petite dizaine d'extensions CDI. Et le problème, c'est que certaines dépendent les unes des autres. Et il n'y a aucun moyen, en fait, de prioriser les événements, l'exécution des événements, quand deux extensions observent le même événement CDI. Et donc, ça peut poser problème quand on commence à avoir des extensions qui dépendent les unes des autres. Quand CDI, c'est pareil. Alors, il ne faut pas avoir le mal des annotations, il ne faut pas avoir le mal des proxys. Comme je vous le disais, par exemple, dans nos solutions, dans notre extension de monitoring, le but, c'était d'être non intrusif. Alors, on a réussi à le faire par rapport au modèle de programmation, mais les bonnes solutions de style AOP, elles doivent être non intrusives aussi en termes de performance. Et là, typiquement, on a des interfaces haute performance où on doit importer un nombre important avec des latences faibles de messages, de flux financiers. Et le problème, c'est qu'avec la solution qu'on a implémentée, il y a des proxys un peu dans tous les sens. Et donc, on a constaté des impacts sur les performances de l'ordre d'une petite dizaine de %. Donc, je sais que voilà, il y a des gens qui commencent à réfléchir à d'autres solutions sur leverager certaines features de Java7, style Invoke Dynamic, ou alors à faire des systèmes d'annotation de processeurs. L'autre point, c'est le monitoring. Alors CDI, comment un retour, c'est qu'il y a pas mal de magie. Ça fait beaucoup de choses, c'est très puissant, mais il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'on a, pour le moment, alors notamment dans Well, mais dans le standard surtout, c'est qu'on n'a pas de moyen de monitorer le runtime de l'application CDI, donc le nombre de bins qui sont déployés, le nombre d'instances qui sont créées, le nombre de méthodes d'observation, le nombre d'appels à ces méthodes, etc. Donc on peut faire ça, mais au fur et à mesure que les applications se complexifient, etc., ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations. Voilà, le talk est fini. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi CDI et pas par exemple Spring. Alors je cherche. C'est moi. Oui, alors je me doutais à peu près de cette question. Je pense que la réponse on pourrait débattre pendant des heures. Il y a des pour et des contre. Après, je me pose vraiment la question, même si c'est vraiment comparable. Alors pour comparer, parce que Spring c'est devenu quelque chose de bien plus grand que le simple conteneur d'injection de dépendance. Mais si on devait comparer uniquement sur ce périmètre de conteneur d'injection de dépendance, je dirais qu'en fait, on trouvera toujours des pour et des contre pour les uns et les autres. Donc je suis à peu près sûr que ce qu'on a fait, on peut le faire avec Spring. Donc nous, le choix, ça a été principalement... donc à la fin, ce que je veux dire, c'est que c'est probablement plus une question de préférence, de style.
Nous, ce qui nous a décidé, c'est l'aspect standard, forcément. Le modèle de programmation qu'on trouve plus moderne, même si Spring, maintenant, c'est beaucoup amélioré pour le support des annotations, etc. Et surtout les extensions CDI. Ça, c'est vraiment une des features de CDI qui n'est pas forcément connue, mais qui est extrêmement puissante. Donc, vous l'avez vu par les deux exemples que je viens de vous présenter. Je suis pas sûr qu'avec Spring, je pense qu'on aurait pu le faire, mais pas de manière aussi compacte et modulaire, isolée. On aurait pu aussi, à un moment donné, considérer OSGI, mais la réponse à ça, c'est que nous, notre but principal, c'était la productivité, et la productivité, pour nous, c'est le modèle de programmation. Et donc pour ça, CDI, ils ont réussi vraiment à capturer un modèle de programmation vraiment propre. OSGI, les API sont plutôt vieillissantes, quand avec beaucoup de cérémonies. Et OSGI aussi, probablement, c'est moins facile de l'embarquer dans un environnement tel qu'on l'a fait nous. En fait, les gens qui vont opérer nos solutions, ils se rendent même pas compte qu'il y a du CDI. Donc les développeurs, eux, on leur fournit le modèle de programmation de CDI, c'était notre première valeur. Et pour les gens des opérations, c'était qu'ils s'aperçoivent de rien. Avec OSGI, je pense que ça aurait été beaucoup moins transparent en termes d'impact sur le modèle d'opération des applications. D'autres questions ? Non, bon. Oui, non, bon. Merci bien. Merci beaucoup.